La boîte à merveilles d'Ahmed Safrewi, chapitre 7. Les femmes de la maison s'achetèrent toutes des tambourins, des bendir et des tambours de basque. Chacun de ces instruments avait sa forme, son langage particulier. Il y en avait de longs en céramique bleue, la base garnie de parchemin, de ventrus en poterie quasi rustique, de simples cadres en bois circulaires tendus d'une peau de chèvre soigneusement épilée. Ma mère fit l'acquisition d'un de ces tambours au bendir. Elle l'essaya, des coups graves et des coups secs combinés avec art parlèrent un dialecte rude, mélange de soleil et de vent de haute montagne. Encore 2 jours avant la Ashura, la grande journée où de chaque terrasse l'après-midi s'élèveront rythme et chansons. Maintenant, chacune de nos voisines faisait ses gammes, jouait pour elle-même un air de danse. Et trois où seraient logées des petites veilleuses. Maintenant, chacune de nos voisines faisait ses gammes, jouait pour elle-même un air de danse, accompagné de fioritures, de mots murmurés à mi-voix. Zineb tapait comme une sourde sur un minuscule tambourin de pacotille. La veille, mon père m'avait offert une trompette très fruste en fer blanc, bariolée de toutes les couleurs. J'en tirais de temps à autre un gémissement nasillard qui se terminait par un cri rauque de fauve en colère. Je comptais d'ailleurs sur d'autres jouets pour le jour même de la Ashura. Je désirais un tambour en terre cuite, en forme de sablier à un nocher décoré de fleurs. Je me contentais pour le moment de ma trompette. Elle éclatait au milieu de tous les bruits de la maison comme un cri d'alarme, parfois comme un sanglot d'agonisant. Ma mère me pria de monter sur la terrasse, brère tout à mon aise. Dans toute la ville, les femmes essayaient leurs tambourins. Un bourdonnement sourd couvrait l'espace. Je gonflais mes joues et soufflais de toutes mes forces dans ma langue trompette. Le son s'étrangla et j'eus l'impression d'entendre un bébé qui perce ses premières dents. Le chat de Zineb somnolait au soleil. Il fit un saut d'épouvante, faillit perdre l'équilibre, tomber de haut du mur, sa demeure favorite. Il m'abandonna la terrasse et s'engouffra dans une gouttière. Une tête inquiète surgit du fait d'un mur mitoyen et disparut. Ma mère me rappelait déjà. Je descendis pour la rejoindre. Un de tes camarades envoyé par le maître d'école t'attend dans le patio, me dit-elle. Prends tes babouches et va le rejoindre. Le frère a besoin de toi. J'abandonnai ma trompette avec regret et dégringolai l'escalier pour retrouver mon condisciple. C'était Hamoussa, pois chiche, l'élève le plus petit de taille de l'école. Il s'appelait de son vrai nom Azus Barada. Il me recommanda de me dépêcher. L'équipement d'illustre pour la nuit de la Ashura réclamait le concours de toutes les mains. Il fallait venir travailler comme les autres au lieu de jouer de la trompette. Nous arrivâmes au Msid. J'embrassai la main de maître et m'installai au milieu d'un groupe chargé de découper des mèches minuscules dans un carré de vieille cotonnade blanche, usée à la limite du lustre. D'autres élèves s'emparaient des mèches roulées avec soin, les agrafaient par le milieu à une lamelle de fer blanc. Le bout libre de la lamelle de métal formait un crochet et devait reposer sur le bord d'un verre rempli moitié eau, moitié huile d'olive. Les grands, suspendus à une échelle branlante, accrochés aux auvents des fenêtres et au plafond de la salle d'école, les lustres en fer forgé. De conception très simple, ces lustres étaient formés d'un ou de plusieurs cerceaux, reliés entre eux par des tiges rigides. À ces cerceaux venaient se coller des cercles étroits où seraient logées les petites veilleuses, des verres ordinaires munis d'une mèche qui nageait dans l'huile. Pour obtenir un bel effet, les élèves mélangeraient à l'eau des veilleuses, des poudres de couleurs diverses. Quand j'arrivais, les lustres étaient loin d'être entièrement garnis. Les verres s'entassaient dans un seau. Les poudres de couleur en petits paquets reposaient dans les babouches de frais et les mamelles de fer blanc traînaient partout dans les nattes. Nous travaillâmes activement. Hamoussa se coupa le pouce avec une lamelle et partit se faire soigner chez lui en pleurnichant doucement. La plupart des élèves travaillaient avec ardeur. 5 ou 6 seulement, parmi les plus turbulents, allaient d'un groupe à l'autre, s'agitaient en tous sens, provoquaient çà et là quelques disputes.
Notre tâche fut terminée avant le coucher de soleil. Avant de quitter l'école, nous chantâmes des cantiques en l'honneur du prophète, récitâmes en chœur quelques versets du Coran. Le maître prononça avec ferveur des invocations pour attirer la bénédiction sur nos parents et sur l'ensemble de la communauté musulmane. Il n'a point oublié dans ses prières le sultan prince des croyants, qu'Allah prolonge son existence et l'aide à supporter le lourd poids du royaume. Nous restâmes silencieux à attendre que le maître nous fît signe de partir. Mon tour vint assez rapidement. Je baisai la main du maître, enfilai mes babouches et sortis. À la maison, je trouvai ma mère très ennuyée. Il n'y avait plus de pétrole dans la lampe. Ma mère avait oublié d'en faire acheter. Je lui proposai de faire sa commission. Elle refusa. Driss le Ouad rentra. Ma mère descendit au premier. Je l'entendis chuchoter sur le palais de Rahma. Le pas de Driss le Ouad retentit de nouveau dans l'escalier. Il avait accepté de rendre service à ma mère. De la rue me parvint la voix grêle d'un vendeur de bougies. Des bougies et des allumettes, criait-il. Nous ne nous servons plus de bougies. C'était bon pour les gens pauvres, sans argent, ceux qui ne peuvent se payer une belle lampe munie d'une glace pour refléter la lumière. Bon aussi pour les personnes arriérées qui craignaient les explosions. La fumée et la mauvaise odeur, autant d'inconvénients qui n'existent que dans leur imagination. La nuit tomba brusquement. Nous attendions impatiemment le retour de notre voisin pour éclairer la chambre. Quelqu'un toussa à la porte d'entrée de la maison. Driss le Ouad demanda s'il n'y avait personne sur son passage. Ma mère se précipita chez Rahma, ramena sa bouteille à moitié pleine de pétrole. À la lumière d'un bout de chandelle, et dévissa le bec, remplit la lampe, nettoya la mèche de son charbon et alluma. Soirée de bénédiction, lui dis-je. Que ta soirée soit bénie, me répondit ma mère. Lalla Zoubida, appela Lalla Kenza de rez-de-chaussée. Béni soit ta soirée. Pourrais-tu me donner un brin de menthe? Sidi Mohamed va te le porter. Ma mère me donna quelques branches de menthe très parfumées. J'allais fièrement les offrir à la chouafa. Je la trouvai dans le patio. Une odeur d'encens, de benjoin et de bien d'autres aromates alourdissait l'atmosphère. J'étais persuadé qu'une assemblée de démons attirés par toutes ces odeurs se tenait dans la pénombre. Lalla Kenza, pour me remercier, me mit dans le creux de la main une poignée de grains de sésame. Je pensais que c'était là une part d'un repas mystérieux, offert au génie par la sorcière. J'y goûtai de bout de la langue. Le goût du sésame n'avait rien de suspect. Je mangeai. Les grains se collaient autour de mes lèvres et sur le bout de mon nez. Ma langue balayait ce qu'elle pouvait atteindre. J'y poussai l'excédent avec les doigts. Il faisait noir dans l'escalier, mais l'obscurité ne m'effrayait guère. Le vide qui s'ouvrait devant moi n'était vide qu'en apparence. Des présences muettes s'écartaient pour me laisser passer. Lorsque j'aurai l'âge requis, toutes ces présences se découvriront à mes yeux de voyant. J'entendis ma mère prononcer solennellement « Dieu est le plus grand ». Quelqu'un demanda « Est-ce le muezzin annonçant la prière de l'Acha que j'entends ?» « Oui, répondit ma mère. Dans le noir, je retenais mon souffle. J'écoutais avec attention. Je n'entendais point de muezzin. Les femmes, dit-on, ont l'oreille plus fine que les hommes. Mon père ne tarda pas à arriver. Le dîner se déroula comme à l'ordinaire. Avant de nous coucher, mon père me fit part de son intention de m'emmener le lendemain, dans la matinée me promener dans les souks et choisir mes jouets. Nous irions aussi à Bab Moulay Idriss faire l'acquisition d'un cierge. La nuit de la Ashura, je l'offrirai au maître d'école. J'étais heureux, une seule chose m'ennuyait. Je savais qu'il m'était impossible d'échapper à la séance du coiffeur. Mon père ne manquerait pas de me conduire. À Shumaïn, dans l'étroite boutique de Si Abdrahman, le barbier. Je n'aimais ni Si Abdrahman ni sa boutique. Je me couchais, mais le sommeil avait fui mes paupières. Je rêvais longtemps à des cierges monumentaux, décorés de chandelles, décorés de dentelles de papier finement ajourées par une main patiente, de rasoirs étincelants, de tambours en forme de sablier, de lustres en fer forgé chargés de godets de cristal. Mon père ne connaissait rien à l'art délicat de vendre et d'acheter. Il ignorait les subtilités de marchandage et la volupté d'obtenir un objet. Un sou
moins cher que ne l'a payé le voisin. Il m'emmena après le repas du matin faire le tour des marchands de jouets. Dans chaque rue résonnaient les tambourins, les grelots des hochets de fer blanc, le chant des fluciots. Les marchands de tambourins se démenaient dans leurs échoppes devenues étroites, tant ils s'y entassaient de marchandises. Des tambourins, des bendirs, des tambours de basque, des trompettes et des pipous pendaient par grappes, s'amoncelaient en tas multicolores, envahissaient les étagères. Un peuple de femmes, d'hommes mûrs, de fillettes et de garçons faisait cercle autour de chaque magasin. Les uns essayaient un instrument, les autres les accompagnaient de battements de mains, jacassaient, réclamaient, discutaient avec le marchand qui ne savait plus où donner de la tête. Une foule de campagnards descendus de leur lointain village s'approvisionnaient en sucre, épices, cotonnades et instruments de musique. Ils encombraient la rue de leurs paquets. Je m'accrochais à la main de mon père, occupé à écarter les passants pour nous frayer un chemin. J'eus mon tambour en forme de sablier, un petit chariot bizarre en bois et une nouvelle trompette. Mon père me laissait choisir, payait sans discuter. Je lui tenais de longs discours, lui posais 1000 questions auxquelles il répondait rarement. Il souriait à me voir si excité. Nous terminâmes nos emplettes par l'achat d'un cierge, d'une livre de poids. La rue Bab Moulay Idriss débouche dans le quartier des fabricants de ceintures, brodés et des marchands de fruits secs. Près d'un pied de vigne séculaire s'ouvrait la boutique de Saïd Abdrahman le coiffeur. Le Ma'allim Ben Achir occupait la boutique qui le faisait vis-à-vis. Chacun avait sa clientèle. Les deux barbiers ignoraient la concurrence. Mon père venait se faire raser les cheveux depuis son installation à Fès, dans la boutique de Saïd Abdrahman. Les barbiers participent à de nombreuses cérémonies familiales. À ma naissance, mon père montagnard transplanté dans la grande ville désirait néanmoins fêter dignement mon arrivée au monde. Saïd Abdrahman lui fut d'un excellent conseil. Il vint selon l'usage accompagné de ses deux apprentis, placer les invités et faire le service pendant le repas. Lors de ma première coupe de cheveux, mon père eut recours à ses soins et fit encore grand cas de ses avis et recommandations. Je n'aimais pas Saïd Abdrahman. Je savais qu'il serait chargé de me circoncire. Je redoutais ce jour. Je sentais des frissons me parcourir l'épiderme quand je le voyais manier le rasoir ou les ciseaux. Nous le trouvâmes occupé à pratiquer une saignée. Le client présentait sa nuque rasée. Saïd Abdrahman se penchait sur le cou du patient. Je lui tournai les yeux de ce spectacle. Saïd Abdrahman planta deux ventouses en fer blanc derrière la tête de l'inconnu et nous souhaita en termes courtois une heureuse journée. Je vois, dit-il, que ce jeune homme a été gâté. Un tambour, une trompette, un magnifique chariot et un cierge. Il est vrai que le cierge est destiné aux frais. Il faut toujours être très bien avec son maître, sinon gare à la baguette de cognacier. Tout le monde se mit à rire. Je rougissais d'indignation. La baguette de cognacier n'a rien de risible. Ces messieurs n'en avaient jamais reçu sur la plante des pieds, au point de ne pouvoir se tenir debout. Ils pouvaient rire. La baguette de cognacier inspire à ceux qui la connaissent un sentiment de crainte et de respect. Un homme sec avec une barbe de bouc et un turban monumental souleva le rideau d'entrée. Il geignait tant qu'il pouvait. Pour tout salut, il se contenta de hocher la tête d'un mouvement affirmatif. Il s'écroula entre les accoudoirs d'une chaise rigide et continua à geindre. « Tu me parais encore bien fatigué, oncle Hammed. Puis-je t'être utile ?»« Saïd Abdrahman, je vais mourir. » Ne prononce pas de telles paroles indignes d'un musulman. Allah seul connaît les secrets de la vie et de la mort. De quoi souffres-tu? Je ne souffre pas. Seulement la nuit, ma respiration devient courte. J'étouffe et mon cœur se gonfle d'angoisse. Étouffe un fortifiant, oncle Hammed. Je connais une recette très efficace. Pourras-tu t'en souvenir? Ma mémoire est intacte. C'est le cœur, te dis-je, qui faiblit. Donne-moi vite cette recette. Elle est simple. Demande aux gens de ta maison de faire frire dans de beurre un oignon blanc finement haché. Mélange à cet oignon frit 2 cuillerées de miel, de l'anis et des grains de sésame. Ajoute du gingembre et de la cannelle. Parfume l'ensemble avec 3 clous de girofle. Si tu absorbes une bouchée chaque matin de ce remède, tes malaises disparaîtront.
C'est Abdrahman, Dieu te récompensera le jour du jugement. Je savais que ta sagesse me serait d'un grand secours. Je m'en vais acheter les ingrédients à l'heure et à l'instant. L'oncle Ahmed soupira, s'agita, finit par s'extraire de son siège et partit, poussant de sourds gémissements. C'est Abdrahman vérifia l'adhérence des ventouses qu'il avait posées sur la nuque de son mystérieux client. Aujourd'hui, mon aide est absent et l'apprenti en prison, pour je ne sais quel méfait. Je suis seul à travailler, expliqua Sir Abdrahman. Il continua, s'adressant à mon père. J'espère, Malam Abdeslam, que tu n'as rien de bien important à faire. J'en ai pour un moment à pratiquer cette saignée. J'en ai fait une hier à l'un de tes amis, Moulay Arbi Alaoui, le babouchier. Cet homme me plaît, toujours digne, sobre de paroles et de gestes. Ce qui m'étonne, c'est qu'elle n'est point d'enfant. Peut-être a-t-il une femme trop âgée. Les gens de ta maison doivent connaître la femme de Moulay Arbi. On raconte que c'est une shérifa au cœur généreux. Grâce à son aide, Moulay Arbi a pu payer ses dettes et remonter son atelier. Je sais que ses affaires sont maintenant très prospères. Mon père écoutait indifférent. Si Abdrahman repassait un rasoir, se penchait sur la nuque de patient ventouse, rangeait de menus objets dans un tiroir. Installé sur la banquette entre deux accoudoirs en bois tourné, les pieds dans le vide, je regardais la natte usée qui tapissait le mur, les panoplies de rasoirs et de miroirs à main. J'admirais la majestueuse cathèdre de mariée peinte de couleur fanée. Déjà, si Abdrahman reprenait son monologue. Ne crois-tu pas qu'il devrait songer à prendre une nouvelle épouse? Le moment n'est peut-être pas encore venu, mais je suis sûr que les affaires de Moulay Arbi iront en s'améliorant. Il fabrique d'excellentes babouches de femmes, d'une richesse de matière, de décors et de couleurs vraiment étonnantes. Ces articles jouissent toujours d'une grande faveur auprès de la clientèle féminine. Il n'y a que les femmes pour faire la fortune des uns ou la ruine des autres. Il paraît que dans certains pays, les femmes vont même se faire arranger les cheveux chez le coiffeur. Que ne suis-je né dans l'un de ces pays fabuleux? Si Abdrahman exhala un long soupir de regret et reprit. Je n'ai point le droit de me plaindre. Je suis le coiffeur attitré de plusieurs familles de notre haute société. Elles sont généreuses. Dieu saura les récompenser. Louange à Dieu. Un nouveau visiteur fit son entrée. Le salut sur vous, dit-il. Sur vous le salut, la miséricorde et la bénédiction d'Allah, répondit Sir Abdrahman. Mon père remua les lèvres, le client en ventouse toussa à 3 reprises, cracha quelque part et se figea dans sa pose rigide. Il nous tournait le dos. J'apercevais les franges de sa barbe qui dépassaient sur le côté. Ses oreilles d'un rouge cerise ressemblaient à des fleurs étranges. Il devait être assez âgé et travaillé. À voir la couleur de sa nuque, au champ ou dans un des multiples jardins qui entourent Fès. Et c'est ça de m'intéresser. Je regardais le nouveau venu, jeune, la peau d'une blancheur de cire, les sourcils bien fournis et la barbe plus noire que l'aile de corbeau. Son visage rayonnait de douceur. Il prit place sur une sorte d'estrade assez élevée qui faisait face à la porte de la boutique. C'est Abdrahman, tout en vaquant à de mystérieuses besognes, ne cessa de lui prodiguer les sourires et les mots aimables. Lorsque le jeune homme se fut installé, le coiffeur poussa en 2 gémissements pour manifester sa joie et entama la conversation. Comment va ton vénéré père, Sidi Ahmed? Dieu le conserve en parfaite santé et multiplie ses biens. Souffre-t-il toujours de son genou? Cela va mieux. J'en suis fort heureux. J'en suis très heureux, très heureux. Mon onguent a dû agir. Il a même agi au-delà de mes espérances. Et toi, mon fils, laisse-moi te féliciter, te souhaiter bonheur et joie. Oui, je sais déjà. Je sais peu de choses en vérité. Ton père m'entretient parfois à ton sujet. Il m'a annoncé l'heureux événement. Tu épouses la fille de Sir Omar le notaire. Pendant tout ce monologue, le nommé Sir Ahmed ouvrit la bouche plusieurs fois, tenta de placer un mot, mais Sir Abdrahman devinait ses réponses et lui épargnait la fatigue de les formuler. Le barbier poursuivait. Sir Omar est un homme de Dieu. Dans une époque où s'étale la corruption, l'injustice, l'avidité, c'est un bienfait d'Allah de rencontrer un homme comme Sir Omar, ou comme ton vénéré père Haj Ali. Il se tourna vers mon père pour le renseigner. Sidi Ahmed est le fils de El-Hajj La'ali l'Amrani.
Le marchand de thé de quartier Sarah, tu dois le connaître. Si, tu dois le connaître. Il a fait 3 fois le pèlerinage au lieu saint. Par 3 fois, il toucha la pierre noire. Je prie Dieu de m'accorder la faveur d'être au paradis le voisin d'un homme aussi pieux. Sidi Ahmed va épouser la fille de Si Omar le notaire. Si Omar possède outre la science, la sagesse et la courtoisie, des biens matériels. Dieu augmentera sa fortune. Et s'adressa à Sidi Ahmed. Que deviennent tes études? Je t'ai connu bébé, te voilà maintenant un savant. Je ne suis qu'un mendiant de la science, dit enfin Sidi Ahmed. Il plaça cette phrase par surprise. Si Abdrahman suçait l'embouchure d'une de ses ventouses, il ajouta, profitant toujours du silence forcé du barbier. C'est Abdrahman, tu en sais certainement plus long que moi sur mon mariage. Mes parents s'occupent de cette affaire, je n'ai pas mon mot à dire. Depuis quand est parti le coiffeur? Les jeunes gens ont-ils leur mot à dire quand il s'agit de ces graves problèmes? Ils ont parfois de l'instruction, mais une instruction glanée dans les livres et sur les lèvres de leur maître. Il leur manque l'expérience. Il leur manque l'expérience des gens mûrs, des points de comparaison, la connaissance des hommes. Se marier ne consiste pas à passer de charmantes soirées avec une jeune et jolie femme. Se marier veut dire créer de nouveaux liens de parenté avec notre famille, avoir de beaux enfants capables de vous venir en aide dans notre vieillesse. J'ai une fille en âge d'être mariée. Mon futur gendre sera un peu mon fils, moi qui ai toujours désiré un fils. Si Abdrahman retira les ventouses, alla les vider derrière un rideau. Sur la nuque du client paraissaient 2 boursouflures sanguinolentes. Le barbier s'empressa de les garnir de coton et vint vers moi. Je vais commencer par cet enfant qui doit s'ennuyer. Il préférerait sans doute être dans la rue. Tout en m'enveloppant dans une large serviette rayée rouge et jaune, et continuant en ces termes. Je le comprends, la rue, avec la foule et ses odeurs, la foule et ses appels, la foule et ses murmures, ses chants, ses lamentations, ses disputes et ses cris d'enfants. La rue avec ses places qu'ombragent la vigne et le palatane. La rue qui rêve, qui chante et qui boude. Maintenant, il me savonnait, la tête et la frottait de plat de ses 2 mains. Son regard était vague. Il reprit son hymne à la rue. Fin de la première partie.